Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est l'épilogue de ce sujet sur l'ortie qui nous a emmené au travers de deux épisodes, essentiellement consacrés à la plante elle-même et à son mode de multiplication. Là, aujourd'hui, on vient dans le dur, c'est-à-dire la culture de l'ortie pour les différents usages que l'on a déjà vus. Donc, on va le faire aujourd'hui avec Christophe Forter, qui lui a implanté depuis plusieurs années de l'ortie, et on verra les points sur lesquels lui a apporté toute son attention pour aboutir au résultat, c'est-à-dire une culture pérenne qui s'établit afin de satisfaire les différents besoins de cette production. Je vous laisse avec Christophe et donc je pense que vous découvrirez une autre partie de cette culture de l'ortie. Et évidemment, si cette forme de sujet vous plaît, abonnez-vous. Éventuellement, si le sujet que j'ai traité vous a plu et les propos de Christophe Forter vous ont également ravi, eh bien un petit pouce bleu, ça lui fera plaisir, ça nous fera plaisir. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse direct de suite et je donne la parole à Christophe. Merci, au revoir. Les raisons sont toutes bêtes, c'est toujours une quête de l'autonomie sur nos fermes. Ça découle de mon passage au bio où j'ai déjà mis du soja pour être autonome en protéines. La partie qui me manquait, c'était la partie minéraux. C'est des produits qui coûtent assez cher, qui sont assez complexes, qui sont faits en usine. Et moi qui adore les vieilles histoires populaires, on m'a raconté que mon grand-père, toutes les semaines dans le poulailler, il emmenait des orties aux poules et c'est ce qui assurait la partie minérale. Donc après, j'ai eu la chance de rencontrer Laurent Dervaux à Rouville. La chance ou pas la chance, mais quand on est curieux, on l'a créé la chance, donc la chance n'existe pas. Et donc j'ai connu Laurent Dervaux qui développait ça, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir en semer en plein champ pour essayer. En plus, il m'a raconté de belles histoires où on allait à tous les industriels, où il y a une partie où on voudrait mettre la fibre enfin refaire la fibre comme d'antan, faire du textile avec la fibre d'ortie. Et donc un projet voilà qui était joli. Et quand on voit la partie feuilles, c'est la partie où il y a le plus de minéraux, tout ça. Moi je voyais faire des petits bouchons avec les feuilles, c'était une façon de... Voilà, il y a un certain engouement autour de l'ortie qui fait qu'il y a plusieurs beaux projets et voilà, pourquoi pas y croire. Non, comme j'ai connu Laurent, voilà, on a directement essayé de la mettre en plein champ. Mais pour être franc, des orties, dans la première partie de ma carrière d'agriculteur, quand j'ai pris la ferme comme elle était, on en a défriché des ronds et des ronds. On avait du mal à supprimer les orties au bord des champs et c'était un vrai calvaire à s'en défaire. Et après j'ai voulu en remettre, mais c'est un vrai calvaire à arriver à remettre. Il y a toute une technique à trouver, il y a toute il y a des choses à comprendre et voilà, comme j'aime ça de parier sur des choses qui sont de nos anciens, mais à la méthode moderne, d'essayer de les remettre à la mode du jour et puis essayer de l'implanter avec nos matériels, voilà, c'était un challenge, voilà, c'est la partie... Ça change de l'agriculture classique et en plus ça peut mêler mon besoin de minéral à mes bovins. Oui, le premier objectif, c'était ça, la première ouverture de conscience, c'était vraiment l'autonomie sur les minéraux et tout ça. On est découlé des passionnés que j'ai rencontrés sur d'autres choses, qui fait que ça a accéléré la chose. Et voilà, mais la première partie, c'était les minéraux. D'ailleurs, qui fonctionne dans l'élevage laitier. Avant, j'ai arrêté le lait en 2019. J'avais robot de traite et tout ça, mélangeuse, élevage moderne, comme exactement comme à l'effigie de notre société. J'avais déjà arrêté les minéraux et je mettais du purin d'ortie dans la mélangeuse. Alors scientifiquement, quand on emmène ça à un nutritionniste, il reste devant la planche et il nous dit ça ne fonctionne pas. Par contre, avec tout le modernisme qu'on a, le robot de traite et tout ça, et ce qu'on peut faire, les analyses de sang, on voyait parfaitement que les bêtes n'avaient aucune carence d'aucun minéral.
Et alors que voilà, scientifiquement ça ne passe pas, sur le terrain ça passait. J'avais aucune, la vache si elle manque un peu de calcium, elle peut faire des fièvres de lait, elle peut faire, il y a un tas de la qualité du poil qui nous dit si elle a les minéraux ou pas. Et donc voilà, donc ça fonctionnait. Et je l'ai pas fait tout seul, j'ai rencontré un mec en Meurthe-et-Moselle qui le faisait déjà sur son élevage laitier. Il m'a dit vas-y, tu risques rien. Donc je l'ai cru, j'y ai été et voilà quoi. Pour en faire du purin, et comme je voulais passer bio, le purin d'ortie qui peut être un petit peu fongicide, qui peut être une source d'azote parce que l'ortie pousse énormément où il y a l'azote, donc forcément elle a de l'azote. Ça peut être une forme d'azote pour nous les bio maintenant que je suis passé bio quoi. Si on arrive à comprendre comment la réimplanter et la faire pousser, c'est justement l'objectif du challenge. C'est trouver comment arriver à la réimplanter, mais si l'ortie, elle est incroyable, on discutait, parce que l'ortie, c'est incroyable, depuis que je fais ça, j'ai vu des Italiens qui sont venus sur ma ferme, parce que tous les gens qui travaillent autour, au niveau de la planète, ils bougent. Il y a des Islandais qui étaient là il y a un mois pour voir la parcelle aussi, ou 3 semaines, et ils nous racontaient, c'est donc des chercheurs hein, qui ont fait le génotypage, tout ça, et l'ortie, elle est incroyable, parce que qu'elle soit à un bout à l'autre de la planète, elle est complètement différente dans la forme. En Italie, ils l'ont vu pousser noir dans des montagnes, quasiment noires. En Islande, elle est complètement différente, mais le génome à la base est le même. Et c'est une plante qui a un super potentiel à s'adapter à son milieu, s'exprimer différemment, mais avec le même génome à la base. Donc c'est une plante incroyable. Donc oui, elle pourrait s'adapter tout à fait, être toujours productive en s'habituant au climat. Ouais. Donc je pense que ça peut être une plante d'enjeu. Ouais. En plus au niveau, il y en a qui mettent l'ortie pour la dépollution, des choses comme ça. Et elle a un rôle filtrant, dépolluant, elle enlève les métaux lourds des sols. Non, c'est une plante incroyable. Ouais. Voilà, donc on cale la date. Moi je prépare la terre avant parce que pour repiquer il faut que ça soit vraiment très fin, très à l'envers de ce que je travaille aujourd'hui la terre. Et donc on reçoit les plants, on organise ça et on se met un week-end donc à repiquer. On emmène les plants dans le champ et puis on repique tout ça. À la main ? Avec la repiqueuse, donc une repiqueuse à choucroute d'Alsace d'occasion qu'on a essayé d'adapter voilà, pour les mini-mottes. Il n'y a pas de matériel vraiment précis pour ça, on se débrouille, on essaye de trouver. On est vraiment dans la partie où on cherche le protocole pour arriver à faire les choses. Quoi. On les a roulés pour rappuyer le sol et après on a croisé les doigts pour qu'il pleuve parce que rarroser des surfaces comme ça il faudrait des centaines de litres d'eau puis on n'est pas équipé en Lorraine pour l'irrigation tout ça. On serait dans le sud tout ça on aurait peut-être un peu plus facile, on mettrait un irrigateur et puis avec une molette on calculerait tout et donc là par chance il n'y a plus après et donc après il n'y a plus que l'entretien mécanique, essayer de biner, de biner et tout ça. Là où allier la technologie, ça serait super, c'est si on repiquait les pieds au RTK ou au GPS, on arriverait à biner à l'aveugle entre les lignes, mais comme je suis encore pas équipé de ça, mais ça pourrait être un projet aussi, parce que bio ne veut pas dire pas utiliser la technologie pour certains avantages, oui, certaines techniques. Et de méthodes différentes, à biner à l'aveugle entre les lignes, ça pourrait être super, mais il n'y a que au RTK qu'on pourrait le faire, quoi. Ça offre une nouvelle perspective, quoi. En septembre, à l'automne dernier, bon, elle a eu énormément de pluie. Et là, les racines sont piégées sous une croûte de battance. Donc voilà, les 2 premières fois, on avait implanté des orties là-haut. J'ai déjà 1,5 hectare qui a été fait il y a 3 ans et 2 ans. Et on les avait mis au printemps. Là, c'est la première fois qu'on essayait en automne parce qu'on cherche l'époque optimale, la façon la plus facile pour que ça parte, quoi. Et donc, on se heurte à des nouveaux problèmes. Croûte de battance à la sortie d'hiver et donc des racines piégées en dessous. Donc, encore une fois, on va faire appel peut-être à la technologie, des nouveaux matériels qui sont anciens. Hein. C'est une houe rotative qui vient casser. Dans la théorie, c'est ancien comme matériel et ça revient au goût du jour. Donc, non, la matricaire, elle est pas étouffante et en plus elle fleurit.
Donc elle est au maximum de sa prépondérance. Elle fait pas d'ombre, tout ça, elle fait pas trop de mal, et pas trop d'ombre. Elle a pas un port trop étalé. La céréale ne gêne pas non plus, ça va créer un peu d'ombre et entretenir le sol, parce que pour que la vie du sol puisse vivre, il faut quand même que le sol soit couvert. Enfin, et donc ça ne gênera pas. Là on va faire une fauche, mais l'avantage de laisser fleurir dans la théorie, c'est que si la plante pousse, c'est que toutes les conditions sont réunies pour qu'elle puisse pousser dans ces terres. Donc on a levé les conditions de dormance. Et si on emmène la plante, donc elle a un rôle pour le sol, elle est là pour corriger le sol. Et si on l'emmène au bout du processus avec la floraison et tout ça, qu'elle réintègre au sol, elle aura joué son rôle, modifié le sol. Et ça aurait été des herbes beaucoup plus envahissantes comme du liseron ou des choses qui étouffent tout, il aurait fallu absolument intervenir au plus vite. Mais là, comme les herbes sont assez sélectionnées, et puis les céréales, c'est pareil, ça a un port droit, ça fait pas trop d'ombre, puis elles vont bientôt être mûres, elles vont bientôt faire juste plus qu'un ombrage. Elles sont un peu concurrentielles sur l'eau si on venait vraiment à manquer d'eau, mais comme on est en floraison, on est déjà en floraison au début de la saison, ça me fait pas peur. Une fois que la floraison est atteinte, il n'y a plus de besoin en eau. Ça dépend de l'année, hein. C'est ce qui est magnifique dans notre métier, comme on n'a jamais une année qui est pareille, on a du mal à avoir de grandes... Normalement, l'année 2, on rentre en production, on arrive à faire au moins 2 coupes. Donc une très belle coupe assez grande, on les laisse grandir aussi, justement parce que tout ça, c'est parti pour au Cettelor à Épinal, pour le projet fibre, pour voir comment on travaillait la fibre, on l'a fait rouillir, tout ça, on a fait des tas d'expériences. Et donc, dès l'année 2, on doit produire. C'est juillet, on les laisse bien mûrir, bien monter, parce que l'objectif, c'est d'avoir le maximum de grandes tiges pour la fibre. Ça, c'était le Cettelor qui nous expliquait ça. Donc, on les laisse bien monter, c'est plutôt juillet, quoi. Et après, on peut faire une deuxième coupe qui est plus basse. Et là, je sais, ça doit être moins exploitable pour la fibre. Par contre, il y a beaucoup moins de fibres dedans. Et pour toute la partie minérale, tout ça, ça peut être super. Nous, justement, tout cherche à... Les premiers projets, on essayait d'innover une nouvelle machine parce que le grand but du jeu, c'est d'arracher la feuille de l'ortie et de la tige d'ortie pour la fibre, parce que la feuille sert à rien et il n'existe pas de matériel. Donc au départ, vu qu'il y avait des subventions, tout ça, on avait des rendez-vous, enfin on avait des réunions avec des cabinets d'études pour voir fabriquer presque un matériel. Et finalement, comme les financements sont tombés, que ça a été revu à la baisse, on a été obligé de se passer de ça. Donc nous, on l'a fait tranquillement à la faucheuse, on l'a pressé, moi je l'ai mis en ballot. Laurent Dervaux a fait différemment dans ses serres, lui il l'a pas pressé pour voir la qualité de la fibre derrière. Et après il arrive une fois qu'on les presse, donc on les fauche, on les presse, on les fane pas, on les retourne, on les laisse longtemps au sol pour qu'elles puissent essayer de rouillir, ou c'est un petit peu comme le lin, il faut la faire rouillir. Et de là, on a fait des tas d'expériences pour essayer de la faire rouillir. J'ai pressé par exemple la moitié de mon champ en bottes que j'ai rentrées. Et j'ai fait des bottes que j'ai immergées, j'ai rempli une benne, mais avec peu de moyens, parce qu'on est dans l'agriculture, j'ai rempli une benne de 15 tonnes avec une bâche, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai mis un poids dessus, puis on a essayé de les faire rouillir, de voir le temps idéal, et dans le même temps, les mêmes orties, sur un deuxième, j'essayais de les faire rouillir au champ, donc je prenais de l'eau de la rivière et je la mettais sur les andins pour imiter la pluie qui tombe dans le lin, quoi. Et tout ça, on a fait différents ballots, différents lots. Laurent Dervaux, lui, les a mis rouillir en serre avec un programmage automatique, une aspersion tous les jours. Donc vraiment des méthodes différentes. Et de là, on a tout emmené au Cettelor. C'est eux qui disaient laquelle se défibrait le mieux, laquelle on arrivait le mieux à travailler, quoi. Et donc on va arriver vite à des problèmes avec nos presses classiques, c'est que comme elles enroulent, on travaille la tige souvent dans le sens là, alors que dans le lin, ils ont des machines pour les retourner et les presses à l'envers. Et si on arrivait à trouver la façon... Après, on a baissé la pression de la presse pour pas qu'elle comprime de trop et qu'elle casse la fibre. L'ortie peut être un peu pliée sans casser la fibre. Normalement, on était parti sur presque, on disait une bonne dizaine d'années. Mais on rencontre d'autres problématiques. Moi j'ai un enherbement qui arrive sur des parcelles qui étaient déjà implantées, bien implantées, qui ont été en production 2 bonnes années où on a fait des belles récoltes. Et l'année ici, on est embêté avec un enherbement donc qui diminue les pieds d'ortie.
Alors que c'est incroyable parce que dans les ronds d'ortie qu'on peut trouver autour des rivières, dans les ronds d'ortie naturels spontanés, il n'y a pas une autre herbe à l'intérieur. Parce que l'ortie à grosse dose a un effet désherbant. Et elle se désherbe pas toute seule, mais un rond d'ortie, on voit très peu de mauvaises herbes à l'intérieur. Et on n'arrive pas à recréer les conditions là en champ. Et c'est donc où là, il faut que je redescende dans ma base. J'ai un bouquin qui est super, d'un chercheur français super, qui est Gérard Ducerf, ou Ducerf, je ne sais pas comment qu'on dit. Il a fait un bouquin, c'est Conditions de levée de dormance des herbes bio-indicatrices, parce qu'on n'appelle pas ça une mauvaise herbe, on appelle ça une herbe bio-indicatrice. Si elle pousse à l'endroit là, c'est on a levé ses conditions de dormance, donc toutes les conditions sont réunies pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel. Et en reprenant la base de ça, il faut que j'arrive à recréer les conditions du sol pour vraiment la rendre en milieu naturel, quoi. Et c'est là où, voilà, en voyant ça, je vais me replonger dans mes bouquins. Il y a des choses à comprendre. On est sur la quête, on n'a encore pas trouvé. On cherche. Mais en même temps, c'est ça qui est amusant. Donc il y a la tige pour le projet textile. Nos anciens, on a retrouvé dans certains musées, nos anciens faisaient des textiles en ortie, qui a une qualité apparemment supérieure au lin. D'accord, donc c'est plutôt le lin. Et on est premier producteur mondial de lin. Donc l'importance que ça a, je me demande si la fibre textile ortie peut prendre le pas là-dessus. Le lobby du lin est tellement bien implanté, tellement posé en France que l'ortie, on voit d'ailleurs dans les primes qu'on demande, on s'est fait débouter 2 fois. Donc on a des super gars qui recherchent d'autres sources de financement, mais on voit que c'est pas la priorité. Alors que les textiles en ortie, nos anciens les faisaient, étaient de qualité supérieure au niveau de la longévité et tout ça. Et c'est surtout un produit naturel ici, puisqu'il pousse au bord des rivières, on le trouve naturellement. Donc, faut qu'il y ait d'autres personnes qui s'investissent, il faut tout le côté industriel, recherche qui se mettent avec pour arriver à faire bouger. Donc il y a des gens qui bougent comme Laurent, des gens en Suède, en Italie, en Finlande, tous des petits chercheurs isolés, en Allemagne aussi, en Belgique, ils étudient aussi beaucoup l'ortie, et on y arrivera il faut que ça soit une volonté aussi des pouvoirs publics de mettre en place une chose comme ça. Il faut mettre un petit peu de moyens, mettre un petit peu de choses comme ça. Et pour tout maîtriser, pour lancer une filière, il faut exactement savoir quantifier tout ça, et c'est tout des choses qui n'ont encore pas été faites. Seule la partie scientifique peut valider la chose et la faire tomber dans le domaine, puis après une volonté des pouvoirs publics derrière, et c'est parti. Non, c'est vraiment, on est dans les prémices, tout le monde fait ses recherches. Pour vous dire, le CETELOR, qui est à Épinal, le laboratoire de recherche, là, ils ont été obligés d'aller dans des vieux musées pour voir du matériel, comment nos anciens défibraient, pour arriver à retrouver la technique et essayer de défibrer en laboratoire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est obligé d'aller dans des musées, voir des vieux matériels où il manque des fois des pièces supposées, comment ça fonctionnait, pour réimiter la même chose. Donc là, pour les côtés feuilles, c'est là où il y a tous les minéraux, le maximum de minéraux. Il peut y en avoir dans la tige aussi si elle n'est pas trop fibreuse. Après, ça peut être les bouchons pour les minéraux. On a un projet avec l'école de Rouville, on a acheté une bouchonneuse pour faire des aliments. Et le but de ma parcelle là-haut, c'est faire justement des aliments qui vont être étudiés à l'INSAIA, la ferme de la Bousule à Nancy. Eux, c'est une ferme scolaire, donc ils sont protocolaires avec des box, ils peuvent exactement tout quantifier. On va essayer les bouchons d'ortie qu'on va remonter là-haut. Rouville voulait les essayer sur des poules aussi. Moi, je vais les essayer sur des bovins, mais voilà, pas avec des lots séparés. Moi, je suis pas protocolaire comme peuvent l'être les écoles et tout ça. Donc je vais le tester aussi. Et il y a l'école d'Angers, où je sais plus qu'à demander aussi pour tester. Il y a plusieurs gens qui veulent tester donc sur le côté animal. Et après sur le côté humain, j'ai été contacté par un ami luxembourgeois où on met les orties pour essayer de faire des compléments alimentaires. Et il y a déjà, c'est les Islandais qui sont venus avec une petite boîte d'ortie, ça se vend chez eux, 3 € et quelques, avec quelques feuilles d'ortie à l'intérieur. Il y en a déjà qui ont trouvé, parce que le filon, niveau nutritionnel, ça peut être très très bon pour... D'ailleurs, la tisane d'ortie, c'est ce que je peux conseiller à tous, on arrache un peu d'ortie, une tisane d'ortie,
Donc j'en ai mis 1 hectare pour le projet complément alimentaire et tout ça, et j'en ai 1 hectare et demi pour la partie fibre et bouchons avec l'école de Rouville. Donc les risques sont limités. C'est vrai que c'est des hectares qui produisent peut-être pas économiquement, c'est pas si je dégage pas une marge brute comme en faisant un blé ou des choses comme ça, mais rien que mon hectare et demi que j'ai mis là-haut, pour moi il a été payé pendant plusieurs années. La source de minéral de mon troupeau, quand j'étais en lait, tout ça, ça me coûtait plus de c'est presque 600-700 € la tonne. Enfin anciennement, en 2019, je sais pas combien ça peut être aujourd'hui. Et donc moi j'étais payé par le fait que j'achetais plus les minéraux, voilà. Depuis que je suis bio, j'ai toute la partie céréales, le blé, l'orge, je fais des lentilles, du soja, du maïs, un peu de sarrasin. Après j'ai 50 hectares de pommes de terre, 20 hectares de carottes. Ça c'est des essais aussi parce que pour essayer de faire en plein champ avec le matériel moderne. Mais c'est plus petit, je fais de la févrole. Voilà, un assolement assez... Oui, j'ai mon père qui est toujours là parce que dans l'agriculture c'est comme ça, on a toujours... les anciens, on est avec eux quand on est petit et quand on est plus grand, c'est eux qui nous accompagnent après, c'est ça qui est chouette. Et j'ai des enfants aussi, j'en ai un qui est passionné par l'agriculture et qui a 18 ans aujourd'hui, donc qui fait tout, quoi. Et donc non, je suis tout seul, je suis le seul exploitant, mais je suis entouré par la famille. Ouais.